Chouin. Chouin, 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 chouin. Chouin, 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 chouin. Du 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 du. Chouin, 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 chouin. Du 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 du. Chouin, 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 chouin,
Je suis pensif, mais il est temps de s'y remettre. Je ne me doute pas le moins du monde que ma vie va changer du tout au tout. Et autre considération de même genre, car si je suis actuellement en train de remettre les pendules à l'heure sur ma vieille Xbox, c'est pour pouvoir vous parler quelques instants de Star Wars, Knights of the Old Republic, un jeu qui certainement à l'époque avait des chargements que l'on considérait extravagants, mais que maintenant quand on les voit posément, on se dit, c'était assez court en fait. Il y avait encore à l'époque une forme de notion d'évolution du jeu vidéo comme une chose qui techniquement pouvait aller de plus en plus vite. Voyez-vous, à l'époque, on savait que l'on allait pouvoir aller voguer, voir des anciennes républiques, et c'est le cas de ce jeu-ci en particulier. Un jeu qui vous propose de devenir un chevalier Jedi et d'ensuite utiliser un pouvoir d'une force, dont certains disent même que c'est la seule, la force, afin de pouvoir, à force, sauver le monde qui se trouve il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Et les 4 petits points, ça fait au moins trop, ce qui rend cette phrase grammaticalement incorrecte. Alors, si vous avez joué à Mass Effect, vous avez probablement déjà vu cette intro, c'est précisément la même. Vous êtes un soldat, vous venez de choisir votre nom, vous venez de choisir votre background, et vous êtes actuellement plongé au milieu d'un terrible combat, vous allez devoir survivre afin de pouvoir vous échapper de ce terrible spationef dans lequel vous vous trouvez, et blablabli, et blablabla. Ici, vous êtes sur Lendar Spire, et il y a un chevalier Jedi qui s'appelle Bastila et vous avez besoin de la protéger. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle est visiblement beaucoup plus douée que vous, vu que c'est un chevalier Jedi, et que justement vous allez devoir faire le chemin vers la proue du bateau, vous défaire de méchants qui sont pas très forts, mais ce sont de sacrés zigotos, ils n'ont pas de biscotto, et vous allez devoir le faire, tandis que derrière il y a une petite fenêtre avec des choses qui bougent, qui font penser que l'on est dans l'espace, et que oh non, l'espace bouge autour de vous. Donc ce jeu-ci en particulier, c'est un titre BioWare publié sur Xbox en 2003. On me dit qu'il est aussi sorti de nos jours sur PC, sur Mac, sur iOS, sur Android, mais moi j'y ai joué sur Xbox en 2003. J'ai terminé, cela m'a mis à peu près 40 heures. Alors il est évident que je ne vais pas vous présenter l'intégralité du jeu parce qu'il se peut peut-être que vous ayez envie de l'essayer. Ce serait totalement judicieux, ce serait de bonne aloi, ce serait de bon ton, car c'est un jeu relativement réussi, même s'il est relativement vieux, ce qui semble assez logique. Il a près de maintenant 12 ans, et peut-être davantage si vous nous regardez dans le futur. Salut spectateurs du futur, et c'est certainement un jeu sur lequel a été bâtie l'intégralité de la série Mass Effect. Alors c'est un titre dirigé et produit par Casey Hudson, qui est connu entre autres pour avoir créé Mass Effect. Il a aussi contribué à une bonne partie des succès de BioWare, qui à l'époque était une compagnie connue principalement pour avoir la possibilité d'adapter des systèmes de RPG papier en jeux vidéo. Ils avaient eu grand succès avec les Baldur's Gate 2, et ils avaient aussi travaillé dans le même univers sur Neverwinter Nights, c'est-à-dire que ce sont des jeux Donjons et Dragons tirés du système D20 de Wizards of the Coast. Et il se trouve que ce jeu l'est aussi, en quelque sorte, parce que c'est un jeu qui est basé sur le RPG papier Star Wars, qui se trouvait justement être un système D20 basé sur la 3e édition de Donjons et Dragons, ce qui fait finalement que l'on retombe sur ses pattes
tandis qu'un type qui porte un casque pour faire du vélo est en train de se battre contre des gens qui décidément ne savent pas tirer. Pourquoi? Parce que l'on est dans Star Wars. Le jeu est basé sur un design de James Holland, qui était lead designer de Neverwinter Nights et des Baldur's Gate. Tout se tient, il dirige ici une équipe de core design contenant le gros des forces de la compagnie, dont Preston Watamanuk et Drew Karpyshyn, qui sont certainement plus connus pour le succès qu'ils ont rencontré en travaillant chacun dans des postes particuliers sur la série. Je sens que vous suivez Mass Effect. Là encore, des mecs avec des terribles casques pour faire du vélo sont en train de se battre contre des gars tout chromés, et on se dit mais que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il sorti son sabre en métal? Eh ben c'est simple, c'est l'ancienne République. Il faut croire, et je ne sais pas précisément pourquoi, que la plupart des gens qui se battent contre un chevalier Jedi se disent oui mais évidemment il est en train de se ramener vers moi avec un vibro laser, je vais certainement aller sortir un morceau de métal, parce que c'est certain, ça a tellement bien fonctionné pour les autres gens dans l'histoire de l'humanité qui ont essayé de se battre contre, je ne sais pas moi, un flingue avec une petite cuillère, cela ne fait pas sens. Alors, vous savez certainement que James Holland travaillera plus tard sur le MMO The Old Republic, comme game designer, c'est celui qui est prétendument encore vivant et tout ça. Et si vous voyez Bastila, ce n'est pas Batista qui se bat contre un gars, ce n'est pas Dark Vador, ce n'est pas Varvador, c'est bel et bien un chauve gars qui se trouve être un Sith. Et je me suis toujours demandé si les Sith étaient chevaliers, comme les Jedi, ou si simplement ils étaient des guerriers puissants et Sith. Et pourquoi ont-ils des sabres laser alors même que la trilogie originelle nous impliquait la terrible idée dans l'esprit que, oh là, non, il n'y a que les Jedi qui se battent avec des sabres, parce que voyez-vous, ils aiment leurs jouets, un peu comme les fans de Star Wars, en quelque sorte. Ce sont des gens particulièrement infantiles et qui sont aisément satisfaits par la vibration familière d'un objet contre leur cuisse qui se trouve être un sabre laser. Le scénario de Drew Karpyshyn, qui a écrit ou contribué à écrire toutes les productions BioWare, et il a aussi aidé au design de la plupart de leurs titres Donjons et Dragons, un peu comme celui-ci en quelque sorte. C'est un jeu basé sur les règles du RPG Star Wars, ça je vous l'ai déjà dit, mais je dois le répéter, ce qui veut dire donc que la Xbox sert avant tout de machine à calculer les probabilités que les choses se passent ou pas. Ce qui fait que vous avez droit à un jeu qui est, bon, moins profond que le RPG papier, c'est certain, parce que vous n'avez pas le pouvoir de votre imagination, mais qui vous permet cependant d'utiliser les techniques que votre personnage pourrait avoir. Vous pourriez être un hacker magique du futur du futur. Dans ce cas-là, vous pourriez utiliser ça. Vous pourriez être un soldat avec le pouvoir de faire des choses en time attack, du quick time event, de des choses qu'il n'y a pas de quick time event. Simplement, vous voyez, quand le combat s'arrête, c'est parce que vous êtes à proximité d'un ennemi que vous pouvez ensuite décider de vous battre contre lui au sabre, et il est poli, alors il sort son sabre pourri, sauf que vous êtes évidemment beaucoup plus fort que lui parce que vous êtes le protagoniste d'un RPG. Par exemple, ici, j'ai des pièces détachées, je peux réparer ce droïde de combat pour qu'il se batte à ma place. Ça, c'est des petites idées, on les voit pas souvent, même dans les RPG, et c'est pourtant très plaisant à trouver. On pourrait espérer que dans le futur, décidément, il y en ait davantage de jeux comme ceci, seulement on sait très bien qu'il n'y a que, le second, qui était réalisé non pas par BioWare mais par Obsidian, parce que vous voyez, à l'époque, BioWare voulait se focaliser sur des séries originales. C'est pour ça qu'ils ont fait Mass Effect, ce que j'appelle personnellement Star Wars Trek, ou Dragon Age, que c'est l'âge des dragons qui sont parfois même dans des donjons. Eux, ils n'ont pas continué la série Jedi Empire, qui était probablement leur seule série réellement novatrice, réellement fraîche, réellement originale qu'ils avaient. Non, mais par contre, ils ont fait Mass Effect. Puis ils ont, paraît-il, foiré Mass Effect, je sais pas, j'aurais jamais terminé le jeu. Et le tout tourne sur l'Odyssey Engine. Alors, à la base, c'est une amélioration du moteur de Neverwinter Nights, ce qui ne se voit pas réellement à l'écran, mais ils ont rajouté des animations faciales. Je fais le mouvement guillemet de mes doigts. Et c'est un jeu, à l'époque où il est sorti, il était considéré comme presque parfait. C'est un de ces jeux qui a obtenu des 9 sur 10, des 10 sur 10, des 9 sur 10, des 10 sur 10. Et de nos jours, c'est probablement pas le cas parce qu'il a fort mal vieilli, mais c'est réellement un jeu très réussi. Vous devriez avoir joué pour ne serait-ce que ne pas pouvoir vous plaindre du fait qu'on ne fait pas des bons RPG de space opera dans l'univers de Star Wars. C'est vraiment un jeu très réussi, et si vous avez joué à Mass Effect, vous prendrez plaisir à y découvrir la plupart des éléments qui ont fait le succès de cette série, alors même que c'est évident, il paraît que BioWare voulait faire des jeux originaux. Si ça, c'est pas une notion qu'on pourrait considérer comme franchement rigolo. Ne veut pas le moins du monde.
Pendant ce temps, sur l'étoile noire. Varvador, tu es un très puissant guerrier. Nous aimerions que tu ailles taxer la ville de Wavre pour notre impérial empire galactique. Quoi? Wavre? Oui, la ville de Wavre. Comme tu le sais, c'est la seule qui nous manque pour que nous ayons la domination totale du monde de la critique vidéoludique, car sache-le, cela fait maintenant près de 20 épisodes que les petits rebelles belges de Pushta se battent contre nous et sont une épine dans notre flanc. Sache-le. Et va conquérir Wavre en utilisant tes pouvoirs de guerrier Sith. D'accord. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je suis allé à une démonstration de presse. Vous savez, c'est les démonstrations, la presse se presse pour se presser, on ne sait pas trop quoi, en ayant la possibilité de montrer que décidément, ils ont accepté l'invitation à aller à une démonstration de presse, car ils se sont empressés d'accepter. Et c'est le genre de choses, si vous avez la possibilité d'y aller, bah n'y allez pas, hein. Vous aurez les mêmes informations sur Internet le lendemain, elles ont été retranscrites par des gens qui n'étaient pas bourrés de choc, donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y a moins de fautes d'orthographe. Et j'ai souvenir qu'à cette démonstration de presse, il y avait des jeux Midway, d'accord, il y avait des jeux EA, d'accord, mais il y avait aussi des jeux LucasArts. Et les jeux LucasArts étaient défendus par un type, il avait l'air d'un connard d'américain, vous savez, il avait le costume, il avait la coupe de cheveux, il avait l'air ridicule, il avait la montre Rolex en or qui va avec, l'air de incroyable auto-importance qui n'était garantie par absolument rien, si ce n'est le fait que décidément il était sur une scène, il est en train de faire un discours et il avait un micro. Et son discours c'était ça: si jamais vous voulez écouler des unités dans le domaine du jeu vidéo, et derrière lui il y avait des slides avec Jar Jar Binks qui tirait la langue et le nombre de millions d'unités écoulées, tout ça, vous aurez besoin d'une licence. Derrière lui il y avait Yoda qui tirait la langue et qui montrait la diversité que décidément on pouvait atteindre avec les licences Star Wars. On pouvait faire des jeux de plateforme, des jeux éducatifs, des jeux de sport, des jeux de ceci, des jeux de cela, des RPG, on l'a déjà vu, et peut-être même des jeux de flipper un jour si on est particulièrement enthousiaste. Et que donc le type il continue de parler avec les slides derrière, avec Yoda qui tire la langue, il disait vous aurez besoin du pouvoir de la licence Star Wars. Mais il l'a dit comme ça, hein. C'est un souvenir que j'ai dans mon mémoire, il l'a dit comme ça, c'est la page numéro 222 de mon mémoire, un livre qui est en train d'être écrit, qui ne sera jamais publié, si ça c'est pas triste. Et donc, voilà, le type il disait ça, avec un ton très plat, et c'est assez logique de se dire que maintenant nous avons des jeux qui sont des produits dérivés comme ceux-ci, où il y a généralement deux types de produits. Vous avez vu KOTOR, c'était un jeu, il avait été réalisé par des gens, ils aimaient la licence Star Wars, ils avaient envie d'en faire quelque chose, et ici c'est juste, une condition qui fait que les geeks vont l'acheter, parce que décidément c'est ça la culture, c'est juste une succession de produits échevelés qui n'ont pas réellement sens, mais quand on y réfléchit posément, la force de la licence Star Wars, c'est aussi ça, c'est qu'elle est tellement vaste qu'on se dit, oui, peut-être qu'il y a quelque part un univers où l'intégralité de la narration de Star Wars, c'est un incroyable système intertextuel qui contient des livres, qui contient des comics, qui contient des films, qui contient des jeux, qui contient des mauvais films, qui contient des mauvais jeux, peut-être qu'il y a un univers dans lequel l'intégralité des conflits de la série sont réalisés au cours d'une partie de Flipper. Cela semble logique. Je veux dire, il y a bien un jeu Angry Birds Star Wars, allez pas comprendre, peut-être que ça fait sens. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un plutôt bon jeu de Flipper, c'est pour ça que je vous en causerai dans cette incroyable vidéo qui est maintenant décidément bien entamée. Star Wars Pinball Balance of the Force, c'est le nom du jeu, c'est une application de la méthode Pinball FX 2 de Zen Studios à licence Star Wars. Alors Zen Studios, c'est des jeux de flipper, des jeux de solitaire, d'accord, mais aussi la version DS du jeu Ghostbusters qui était sorti en même temps que, vous savez, c'était le jeu qui était censé être le troisième film Ghostbusters qui décidément ne se fera pas, mais que on a le jeu et il était pas terrible, mais c'est comme ça. C'est une compagnie hongroise basée à Budapest, hongrois rêvé, et qui emploie une 50aine de personnes. Alors Pinball FX, c'est une app gratos sur PC, vous avez la possibilité de regarder des publicités ou de jouer pendant des minutes qui sont bloquées si jamais vous ne voulez pas acheter les tables qui vous sont proposées. Vous pouvez donc en quelque sorte en essayer une portion parce que c'est une application qu'on appelle free to play, mais que décidément si vous voulez jouer pour de vrai, il va falloir payer. Ça te semble assez logique quand même de faire une transaction financière quand on est dans le domaine de gagner de l'argent en faisant des tables de flipper où il faut se payer une licence qui est certainement coûteuse afin de pouvoir en tirer quelque chose. Alors j'aurais tendance à penser que c'est plus un jeu extraordinairement bien présenté de flipper qu'une table particulièrement novatrice. Vous avez beaucoup de loops qui vont à gauche, qui vont à droite, vous avez un petit système rotatif qui rappelle un peu c'était quoi, le jeu qui se passe dans les nuits d'Arabie, vous savez, où il y avait une lampe au centre où il faut tirer dessus. Le nom m'échappe, c'est sans doute les 1001 nuits. Arthur, réfléchis un bref instant avant de faire des vidéos sur internet. Et donc ici on est dans le cyclotron de la mort et on fait tourner des points et on se dit c'est relativement plaisant, c'est bien présenté, c'est pas réellement cher, ça coûte 10 € pour 3 tables et vous avez la possibilité de tuer Darth Vader, le fameux chevalier Jedi qui lui-même était particulièrement déchu et qui a été tué par son fils. Et quand on y réfléchit, cette table de flipper, c'est intégralement un type qui se bat contre sa famille en utilisant des boules de métal, ce qui me semble être une représentation assez efficace de l'univers Star Wars en mode vidéoludique. C'est un jeu de Victor Gyorey
et Balint Solar, voilà des noms qui sont tirés de la série Star Wars. C'est programmé par Keheli Biro et Andras Biro. Et l'original, celui que vous avez vu dans les salles d'arcade, c'était un jeu soit de Bali pour les jeux qui étaient sortis sur la menace fantôme et les jeux comme ça, ou alors l'original de Data East qui était réellement une excellente table que je ne saurais que trop vous conseiller. Mais de nos jours, à rencontrer sera dur, essayez plutôt celle-ci. Chouin, 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 chouin. Pendant ce temps, chez Neil. Neil, si tu vois cette vidéo, c'est que la Terre court un grave danger et que par malheur, je ne suis pas là pour la sauver. Vois-tu, j'ai décidé de t'envoyer un robot à travers le temps et l'espace pour t'aider dans ta quête. Et tu te demandes, mais c'est quoi ta quête? Eh bien, je vais t'expliquer ta quête. Vois-tu, quelque part au loin dans l'univers, des forces néfastes sont en train d'amasser une armée contre laquelle je suis actuellement en train de me battre. Ce qui explique le fait que je ne suis pas dans cet épisode. Vois-tu, je suis tellement occupé et c'est un combat tellement coûteux en termes d'effets spéciaux que nous n'avons pas eu les moyens de le mettre dans un épisode de Touche-Là. Cependant, sache ceci, nous avons besoin de toi ici maintenant sur Terre pour protéger les terres sacrées de Belgique. Et cela, même s'il n'est ici question que de Wavre. Car vois-tu, je ne sais pas pourquoi, mais l'Empire Galactique des méchants qui sont méchants, ils ont envie de taxer Wavre. Ils vont voler toute la ville en prétendant là que ce n'est jamais que ce qu'il y aurait dû. Car vois-tu, il faut que nous payions nos impôts. Et nos impôts, pour la planète Terre, semblent être l'intégralité de la ville de Wavre. Il y a une guerre dans l'infini. Et le but de celle-ci est la ville de Wavre. C'est une Star Wavre, en quelque sorte. Et j'aurais donc besoin que tu utilises l'intégralité de ta puissance et ce petit robot que je t'ai envoyé à travers le temps et l'espace qui, si tu écoutes ses guidances, si tu écoutes ses conseils, saura certainement t'aider à devenir l'homme que tu vas devoir devenir. Et tu ne pourras plus être un enfant, non, car je vais te le dire, non, tu n'es pas seulement Neil Cambier, et non, tu es aussi Anilkin marche dans le sol, car comme moi, tu es un enfant de l'espace avec des pouvoirs incommensurables, des pouvoirs qui te dépassent de beaucoup et que tu devras apprendre à maîtriser. C'est pourquoi je t'ai envoyé ce robot qui va te faire des petites blagues en robot et qui bien entendu contient un vibro-laser, car sache-le, Anilkin marche dans le sol, tu es un Jedi, tu peux utiliser le pouvoir des Jedi, cette force terrible que l'on appelle parfois même la force. Tu as le pouvoir de la force, et à force de la force, tu sauras utiliser cette force afin de te défaire d'un robot qui bizarrement aura mon visage, car l'Empire des méchants essaye bien entendu de faire des économies sur le budget de cet épisode-ci en engageant beaucoup moins de gens. Ils ont fait des clones de moi-même, et n'aie pas peur, j'aurai besoin que tu le tues, tue-le en mon nom, et sauve les terres saintes de Belgique, car tu es Anilkin marche dans le sol, dernier descendant des chevaliers Jedi, et tu dois utiliser ton pouvoir afin de sauver la terre de Wavre. Seul toi peux amener la balance de la force. Anilkin, tu es notre seul espoir. Je serai mon frère. Pour rappel, cet épisode se passe for lang tid siden i en galaxie parce qu'ici il sera question de Lego Star Wars, la hele saga, l'intégralité de la saga 1 de Star Wars, tous les films passés par l'univers de la petite briquette de plastique inventée par des Danois en 1949, parce qu'ils sont comme ça les Danois, ils inventent des briquettes de plastique, et je sais pas si vous le savez, mais c'est intéressant à savoir, c'est maintenant la marque la plus reconnue par l'humanité sur la planète Terre. On ne sait pas pour le reste de l'univers, mais sur la planète Terre, c'est la première. La seconde étant bien entendu Ferrari, pour vous donner une vague idée de quel univers on est en train ici de sonder. Alors là, vous voyez, il y a des minifigs, ils sont magnifiques, et c'est Qui-Gon Jinn et Suzy One Kenobi, les fameux chevaliers Jedi, qui sont venus ici régler un problème avec une sombre forme de chemin de négoce interstellaire qui avait été bloqué par des gens qui, on allait l'apprendre, étaient ici, censément les gentils, mais étaient les méchants dans la trilogie suivante, qui était en fait la première, mais qu'ensuite on a mis celle-ci devant et que ça a un peu gâché l'ensemble. Regardez-moi ces coudes, ils sont magnifiques. C'est donc un jeu de Traveler's Tale, une compagnie située à Knutsford, dans le Cheshire en Angleterre, qui était connu certes pour avoir travaillé sur Leander avec Psygnosis, mais qui a aussi signé Rascal, Sonic 3D et Sonic R, vous savez, le jeu de racing. Et maintenant, 28 jeux Lego, que ça fait beaucoup de jeux Lego depuis 2005, et que depuis que j'ai commencé à vous en parler, il en est sorti 6 de plus. Allez savoir comment c'est possible, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont très très productifs, ces gens quand même, près de Knutsford,
en Cheshire, en Angleterre. Et c'est des gens, ils sont tellement puissants maintenant avec tout cet argent qu'ils arrivent à enlever le nom des gens qui sont responsables de leurs titres sur le monde de l'univers des databases, de les choses comme Moby Games où généralement on peut trouver ces informations. Et à l'époque où j'avais joué à Lego Batman, qui représentait fort bien d'ailleurs Lego de Batman, c'était encore possible de trouver ces informations. Alors dans ces conditions, comment voulez-vous que je fasse une critique constructive d'un jeu pour enfants où les gens y semblent particulièrement satisfaits de cet univers facile et simpliste dans lequel on peut s'amuser quelques heures? Comment voulez-vous que je sois cruel envers un truc qui n'a absolument aucune forme d'intérêt, si ce n'est si vous avez 6 ans les enfants? Faut pas déconner non plus, bordel. Je veux dire, s'il y a pas de jeu, je peux pas les critiquer, hein? Pendant ce temps, dans l'espace. Chouin, 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 chouin. Enfin, après des années passées dans le froid de l'hyperespace, je touche à mon but. Le portail spatial qui m'amènera à Wavre. Chouin, 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 chouin. Chouin, 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 chouin. Oh non, un plein bataillon de X-Wing. Chouin, 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 chouin. Ouf, quel combat d'une terrible difficulté. Heureusement, j'ai survécu. Et maintenant, entrons dans le portail mystique qui m'amènera sur les terres de Belgique, à Wavre, où je pense pouvoir taxer toute la ville. Chouin, 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 chouin. Les profondeurs infinies de l'univers laissent apparaître face à nos yeux ébahis des Stormtroopers qui sont tout petits et tout ravis de pouvoir danser sur des plaquettes de couleur jaune qui vont finir par former le logo de LucasArts face à une toile noire qui elle-même sera détruite par les puissants rétrolasers d'un revendicatif X-Wing qui passait par là avant d'être détruit par les rayons laser verts d'un puissant TIE-Fighter. Nous sommes face au logo Factor 5, vous savez donc certainement que dans quelques instants il sera question d'un classique de la GameCube, Star Wars Rogue Leader Rogue Squadron 2 Electric Boogaloo, un jeu qui est sorti il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors ça c'est le logo Star Wars, je sais pas si j'avais jamais vu un film Star Wars, mais c'est généralement comme ça que ça se passe. Il est face à l'écran, puis après il passe dans le fond et vous avez des étoiles, c'est des trous dans une toile noire, c'est pour ça qu'on se bat toujours contre les toiles noires quand on réalise Star Wars, et que voilà maintenant vous avez une petite planète bleue, elle est peut-être très grande, elle est peut-être très loin, je n'en sais rien, mais voilà, vous avez vos petits Big Swing avec le R2B2 dessus, c'est tout serré, et que derrière il y a la planète complémentaire tant par la couleur que par la forme et que par la taille, elle est grande, elle est rouge, et voilà un gigantesque satellite créé par des gens méchants, les méchants de l'Empire des méchants qui même s'ils ont des rayons laser, qui est généralement une couleur de gentil, sont méchants, je vous en assure, c'est certain. Non, ici maintenant, qu'est-ce que vous avez face à vos yeux? Vous avez un jeu qui est réalisé par Factor 5, d'accord, et LucasArts, c'est publié par LucasArts sur GameCube en 2001, c'est sorti sur tous les continents à la sortie de la GameCube. Donc pas au Japon, parce que c'est pas un continent mais bel et bien une île, c'était le raisonnement qu'ils avaient donné à l'époque, nous allons sortir uniquement sur des continents, donc le Japon devra attendre un petit peu, ils disaient là pourquoi, mais on était très mécontents de pas avoir notre Rogue Squadron. Et ici, vous avez donc un jeu qui, certainement, est toujours très joli, il tourne en 640 par 480 ou 360, un truc comme ça, qui donne un ratio carré et qui est très joli, même s'il était ici entrelacé, que j'aurais dû passer par ma Wii maintenant que j'ai réfléchi, afin de pouvoir vous donner tout ceci d'une manière que je n'aurais pas dû escaler moi-même, ça aurait été plus pratique. Alors, vous voyez, c'est un jeu qui se trouve être un single stick shooter, vous contrôlez la taille de l'univers, et vous avez des rapports de taille, de relations dimensionnelles dans l'espace, où vous essayez de ne pas vous prendre des objets dans votre gueule, tout en essayant de tirer sur des objets qui sont difficiles à voir, mais que vous pouvez utiliser un filtre, un viseur, celui-là même qui est utilisé dans les films pour tirer sur des trucs, afin de pouvoir dégommer les méchants TIE-Fighters. Non, c'est évidemment un jeu où vous pouvez être Luke Skywalker, le fameux chevalier Jedi, ou alors Wedge Antilles de la série Final Fantasy, et vous pouvez vous battre contre des trucs qui ont l'air d'être des maquettes, mais qui bougent de manière particulièrement fluide face à votre réticule afin que vous puissiez tirer dessus. Si vous voulez, vous pouvez aussi bouger le cockpit, la vue de caméra dans la cockpit, comme ça vous pouvez voir le cockpit, vous voyez, oh, ça c'est tous des instruments qui fonctionnent pas, mais ceux qui sont face à la caméra fonctionnent, donc c'est plutôt bien réfléchi de la part de Factor 5. C'est un jeu dirigé par Julian Egebrecht, qui était autrefois le président de Factor 5, une compagnie connue tant pour être allemande et avoir eu la possibilité de se taper sur la côte ouest des États-Unis afin d'être plus proche de LucasArts, que pour réellement la très très mauvaise qualité de son dernier jeu, c'est-à-dire l'air, et ensuite le fait qu'ils ont fait plein de titres qui n'ont pas été signés, qu'ensuite la compagnie qui les a signés les avait périclités, que voilà, oh regardez, c'est le Faucon Millennium, il est drôle. Et que donc c'est une compagnie, on peut dire, oui c'est une perte dans le domaine du jeu vidéo parce que c'est une compagnie historique intéressante, et qui avait été particulièrement
connu pour la qualité graphique de ses titres. Déjà sur Super NES, ils avaient fait Super Turrican 2, qui était l'un des premiers jeux en son surround sur console. C'était à l'époque de la Super NES, imaginez. Cela n'est pas le genre de détail que si on s'en souvient qu'on était vivant à l'époque, cela vous rend vu du tout, mais néanmoins, voilà. Admettons-le, c'était amusant de se dire qu'ensuite ils ont réussi à influencer Nintendo à faire un design avec la GameCube qui est certainement encore vaguement d'actualité, parce que la Wii U et tout ça, vous voyez ce que je veux dire, et que décidément, quand on y réfléchit posément, c'est aussi une compagnie qui était capable de faire des jeux très jolis. L'air, c'était un jeu, il était nul, il était absolument nul. C'est un jeu où on conduisait un dragon avec un six-axis, qui est déjà, rien qu'entendre ça, on sent que c'est une mauvaise idée quand même. Mais c'était un jeu très joli. On ne sait pas pourquoi. Si ce n'est peut-être aussi qu'ils avaient produit un système de débugage pour Sony avec la PlayStation 3, mais voilà. Ce jeu-ci, si vous voulez l'émuler, vous l'émulez en 1080p, il est magnifique, il a l'air vraiment très joli. Bon, d'accord, ça c'est des effets de FMV qui sont compressés, et bon, admettons, on n'a pas réellement besoin d'une très haute définition pour avoir la possibilité d'incarner l'un des cockpits du Faucon Millennium, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez. Alors, Julian Egebrecht, vous disais. Julian Egebrecht, c'est un mec à la base, il a travaillé sur Super Turrican 2, sur le deuxième et troisième Rogue Leader, il a commencé avec le jeu Indiana Jones pour Super NES réalisé pour LucasArts, justement, qui était une adaptation du jeu qui avait été publié pour JVC, que c'était le jeu Super Star Wars, je vous en ai déjà parlé. Ping, je vais mettre de la pub ici. C'est un titre qui est produit par Brett Tosti, qui a été le design manager sur l'air, on peut pas lui en vouloir. Il était aussi 3D level designer sur Dark Forces et ses suites. Même Jedi Academy, il a mis la main dedans, ce qui prouve qu'il devait travailler aussi pour LucasArts, et maintenant il travaille pour Telltale, quelle déchéance. Les musiques sont de John Williams et Chris Hulsbeck, oui, ce Chris Hulsbeck, le mec qui a fait la musique de Great Giana Twister sur Commodore 64, et aussi les deux versions de R-Type sur Commodore 64. Est-ce que c'était des deux versions? Non, c'était des suites, c'était deux jeux différents R-Type sur Commodore 64. Et voilà, c'est quand même intéressant de se dire que c'est un jeu qui a une valeur historique intéressante, qui est encore un jeu très jouable de nos jours, si vous avez envie de jouer à un single stick shooter qui vous propose en fait plus qu'autre chose, pas réellement simplement de diriger votre vaisseau avec le stick, mais aussi de diriger en fait la box dans laquelle le niveau a lieu. C'est un peu elle qui tourne. C'est un de ces jeux où on se dit, en fait, à un moment ou à un autre, on a cette grande épiphanie, on se dit, mais je comprends, en fait, je dirige le monde et pas mon vaisseau. Et c'est une de ces grandes révélations que l'on a quand on essaie de comprendre le jeu vidéo. Parfois, on a ces moments, ça fait boum dans votre tête. Et alors on comprend mieux des choses. Alors là on est sur Bespin en train de se battre contre des montgolfières, parce que voilà, il y a toujours des mongols qui sont fiers de sur Bespin, et voilà, un autre montgolfier est mort sur Bespin, tandis que on se bat avec un TIE Fighter impérial volé à Darth Vader, le fameux chevalier Jedi déchu. Jedi déchu, mais Jedi déchu parce qu'il était certainement déchu, il était très déchu de ne plus avoir Natalie Portman comme petit ami et d'avoir été un si mauvais acteur dans les années 2000, mais cependant voilà, nous avons ici un jeu que je pourrais vous conseiller pleinement. C'est un titre qui a plutôt bien vieilli, qui a la capacité encore et toujours d'être jouable pour peu que vous ayez une GameCube, une manette GameCube, ou une Wii et une manette GameCube. Et le jeu, sans doute aussi, vous aurez sans doute besoin du jeu pour y jouer. Et peut-être aussi une manette ergonomique GameCube, ça on l'a déjà dit. Peut-être une memory card. Une memory card GameCube, ce ne serait pas de trop afin de jouer à ce jeu qui est réellement réussi et qui pourrait être considéré comme probablement l'un des grands moments où Nintendo a travaillé avec des compagnies externes pour avoir des jeux qui certainement sont des jeux tiers parties, qui sortent sur leur console, qui sont réussis et qui se vendent. Et pour des bonnes raisons, ce jeu-là est très réussi. Alors j'aurais préféré sans doute vous parler de la version Star Wars de jeu d'arcade de Sega, mais je n'ai pas de console qui soit capable de faire tourner ça, parce que ça n'est jamais sorti sur console d'ailleurs. Mais je n'ai pas d'arcade Naomi qui va avoir la possibilité de me permettre d'y jouer. Donc voilà, vous aurez la possibilité de remarquer que, quitte à choisir ça, c'était ça ou X-Wing vs TIE Fighter, je n'y ai jamais joué, celui-ci je l'aime bien, donc voilà, j'ai décidé que j'allais vous parler de celui-ci qui mérite d'être vu et mérite d'être vécu, même si vous avez échoué, et si vous avez échoué, c'est normal, c'est parce que c'est un jeu Star Wars. Pendant ce temps, sur Terre, Anilkin découvre les pouvoirs de la Force.
Parmi les jeux que je vous ai sélectionnés ici afin de résumer la question Star Wars de manière vidéoludique, il me semble assez évident que c'est celui-ci qui vous proposera le plus aisément ce sentiment fugace que l'on a parfois quand on est adolescent d'être un chevalier Jedi. En fait, vous le saviez pas, mais vous êtes trop un chevalier Jedi et vous le pourrez l'être dans ce jeu-ci qui est intitulé de manière astucieuse Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. C'est un jeu de Raven Software publié par diverses compagnies dont Aspyr, Activision et LucasArts sur PC, Mac et Xbox en 2003. C'est un deal très étrange, en fait, ils se sont séparés les différents formats, compagnie par compagnie. C'est étrange. Activision a publié la version Xbox, LucasArts s'est occupé de la version PC, et Aspyr s'est occupé de la conversion et de la version Mac qui vous est ici proposée. Alors vous voyez ces graphismes, ils sont magnifiques. Ils sont tirés du moteur de Quake 3, un moteur qui est maintenant intégralement open source, ce qui fait qu'on peut encore espérer que ce jeu soit jouable dans 10, dans 20, dans 30 ans sur les plateformes du futur, et que vous pourriez évidemment y avoir joué à l'époque où il était sorti. Mais bon, vous n'étiez pas en train de jouer au classique de la chose, vous étiez probablement en train de jouer à autre chose, on ne sait pas précisément quoi, mais c'était pas encore Candy Crush, mais on sait que cela ne pouvait pas vous donner un rapport intime et une compréhension des forces philosophiques de l'univers que représente la force, comme ce jeu-ci, Jedi Academy, le puits. Vous allez donc remarquer que nous sommes dans un futur qui se trouve être le passé de la série Star Wars maintenant, et nous allons être Jaden, un personnage que vous pouvez créer son apparence, puis qui s'appelle toujours Jaden, qui peut être un homme ou une femme, et qui a la particularité d'avoir créé son propre vibre laser, d'avoir été ainsi accepté dans l'Académie Jedi de Maître Skywalker, cet homme qui marche avec cette magnifique démarche qui est proche de celle d'un Thunderbird. Et donc voilà, vous êtes un jeune prodige, vous avez votre propre vibre laser, vous devez vous battre contre cette femme qui est un Twi'lek dont j'ai oublié le nom, ou une Twi'lek plutôt dont j'ai oublié le nom, qui va aller voler le journal de Maître Skywalker, le fameux chevalier Jedi, qui était le fils d'un chevalier Jedi déchu, que sa petite amie c'était Nathalie Portman, donc ça c'est très impressionnant quand même, et que voilà, on se retrouve dans une situation où vous allez ensuite faire le tour de l'univers Star Wars à essayer de récupérer la terrible information qui a été volée, c'est-à-dire où se trouvent les puits de la force, que les méchants restes de l'Empire des Galactiques machins sont en train de puiser avec un stupide MacGuffin qui fait que maintenant ils peuvent créer des utilisateurs de la force dans des espèces de Bacta-Tank et on ne sait pas pourquoi, mais ça permet d'aller sur Hoth, sur Dagobah, sur Tatooine, sur Dantooine et tout ça, et de se battre contre des Stormtroopers avec un vibro laser qui fait bjoum bjoum. Alors c'est probablement le jeu avec les meilleurs combats au vibro laser de l'histoire de l'humanité. Rien que pour ça, le mode multiplayer est encore très plaisant à jouer de nos jours, et c'est certain, ça fonctionne étonnamment bien. On s'attendrait pas à ce qu'un jeu qui est à la base un FPS transformé en système en third-person shooter comme ça, soit aussi réussi du point de vue des combats, même des combats de ce type-là. Eh ben, ils le sont. Les vibro lasers sont un réel plaisir. Ils font vroom, mais c'est un réel de pouvoir y jouer dans ce jeu qui est réellement impérial dans sa manière qu'il a de comprendre la chose de Star Wars. C'est un jeu qui est dirigé par Steve Raffel, designer de Code Ghost, ça doit vouloir dire Call of Duty, de Soldier of Fortune et même de Star Trek Voyager Elite Force. Il est aidé dans tout ça par John Zook qui a travaillé sur les mêmes jeux. C'est bizarre, mais ces gens sont dans la même compagnie depuis tellement longtemps qu'ils semblent remplir les mêmes rôles sur des jeux dans lesquels l'autre est le producteur. Alors ça, c'est Cal Katarn, le héros de la série Chevalier Jedi, et il a la particularité particulière d'être simultanément un badass motherfucker de l'espace comme Han Solo et en plus un chevalier Jedi, ce qui fait de lui un mec particulièrement cool, et en plus c'est le meilleur pote de Maître Skywalker, ce qui fait que décidément vous avez envie de le connaître et vous allez être son apprenti dans Jedi Academy, et ainsi votre entraînement va commencer. Vous allez pouvoir vous battre contre des rancors avec votre vibre laser et faire des saltos arrière, ce qui est, somme toute, pour ce que j'en comprends, le sens même de la philosophie de l'acrobatie qui vous est proposée quand vous êtes un chevalier Jedi. Et ça, c'est assez remarquable, c'est réellement réussi. Alors, il y a un réel problème avec tous ces FPS, qu'ils ont tendance à faire un espèce de système très simple, c'est que on va vous proposer de péter un truc qui est censé être une arme quand même relativement bien efficacement réalisée, c'est-à-dire un AT&T Walker impérial, machin, brol. Et que, décidément, bon bah, c'est un peu le power creep, vous voyez, vous êtes un chevalier Jedi, donc vous pouvez détruire tout avec des machins et des brol, et voilà, c'est un peu stupide, mais réellement, le système de gameplay fonctionne très bien, il est encore relativement maniable, même si c'est un FPS de cette époque-là, il est réalisé par Raven Software, donc il n'y a pas de rambarde sur les niveaux, ce serait logique, et voilà,
ça devient limite ridicule. C'est pour ça, je pense, qu'un Belge ne peut pas prendre très au sérieux la série La Guerre des Étoiles. C'est parce que il y a trop de rambardes chez nous pour qu'on ne comprenne pas à quel point il est ridicule d'avoir un monde qui flotte dans l'espace où décidément il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une sur Bespin, il n'y en a pas une sur Coruscant, il n'y a pas une seule rambarde dans l'univers Star Wars. Souvenez-vous de A New Hope, là où Ben Kenobi, qui était un vieillard à l'époque, essaye de faire le tour d'un réacteur pour se cacher en étant derrière un réacteur qui n'a pas de rambarde. Ça ne fait pas sens. C'est basé sur un design de Christopher Foster, qui avait lui aussi travaillé sur Necrodome, sur Elite Force, et a contribué au design de Jedi Outcast, de Singularity, un charmant petit jeu, et de Wolfenstein 2009, un jeu qui était moins mais qui était quand même relativement bien foutu. Il a travaillé à 4 Call of Duty, dont Advanced Warfare, c'est produit par LucasArts pour un type particulier qui s'est appliqué à ce jeu aussi, c'est Brett Tosti. Alors Raven Software, vous le savez, c'est la création de Brian et Steve Raffel, et c'est une compagnie qui est basée dans le Wisconsin depuis 90 et qui était à la base vue comme des bizarres tâcherons second en commandement derrière ID Software, ou plutôt id Software, comme tout le monde me le fait toujours remarquer, mais c'est très dur à dire. ID sans dire id et id sans dire ID, c'est sans doute pour ça qu'ils ont choisi un nom pareil. Toujours est-il que maintenant ils sont parmi les plus grands réalisateurs de FPS multiplayer de l'histoire de l'humanité. On leur a confié une des plus grosses séries de l'histoire de la chose, et jusqu'ici c'est triste, ils n'ont toujours pas pu faire un nouveau jeu de la série Jedi Knight parce que c'est LucasArts qui a les droits, et que vous savez, LucasArts, ils ne savent pas réellement quoi faire avec leurs propriétés si ce n'est faire des jeux Lego et des jeux Kinect Star Wars, qui décidément nous fait réfléchir qu'il nous reste encore une chose à visiter dans cet épisode si particulier, qui est le 20e d'une émission de qualité. Enfin, un peu de détente. Chouin, 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 chouin. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, et autant l'admettre, je suis pas ingénieur, mais à chaque fois que je rapproche ma 360 du Kinect qui va avec, la machine m'exprime la nécessité de devoir s'updater, et c'est la même update à chaque fois, hein. Ça va faire 6 fois qu'il l'applique et elle a toujours pas pris, et je peux être assez certain du fait que quand ce sera la prochaine occasion d'utiliser le périphérique, décidément, l'update n'aura toujours pas pris. Alors, il est question de mouvements dans l'espace, mais pas dans le temps, qui sont retranscrits à travers des systèmes de gameplay par un œil mécanique avec une précision terrifiante qui va vous montrer un jeu Kinect. Alors vous avez compris le thème de l'émission, avec un peu de chance ce sera Rise of Nightmare, parce que paradoxalement je pourrais en dire du bien, c'est un jeu assez réussi, Rise of Nightmare. J'ai beaucoup aimé Rise of Nightmare, je sais pas m'expliquer pourquoi, mais voilà, dans cet épisode-ci il faudra parler de Kinect Star Wars, voilà, R2B2 et Z3PO, et voilà un rigolo qui a décidé qu'il était judicieux d'essayer de se défendre contre un vibre laser avec un outil qui vibre, d'accord, mais qui est en métal. Voilà ce qui s'appelle avoir des coronesses gigantescales. Nous allons donc nous battre avec notre vibre laser et un système qui permet donc de transformer approximativement les mouvements en système de gameplay. Alors il faut remarquer tout d'abord que c'est le dernier jeu publié par LucasArts. LucasArts existe théoriquement encore, c'est juste qu'ils ont plus de studios, donc il y a genre 12 pays qui sont dans un bureau, ils font allez Joseph, mais on voudrait faire un jeu Star Wars avec ta licence Star Wars, et tu fais allez d'accord, on va faire un jeu Star Wars avec ma licence Star Wars, d'accord Star Wars. Donc ils servent uniquement à faire des licences de jeux et à proposer à d'autres gens de les faire à leur place. Ils n'ont plus de studio. C'est paradoxalement aussi ce type d'approche de la chose qui font que Grim Fandango est ressorti et des deals de ce type. Ils ont donc un
portefeuille de trucs qui ont déjà été faits dans le passé et de choses qu'ils peuvent exploiter, et ils ont décidé de laisser les autres le faire à leur place, pourquoi pas après tout. Alors ça, c'était le dernier jeu de LucasArts, le tout dernier jeu de LucasArts, c'était le dernier qu'ils ont édité eux-mêmes, et ensuite ils ont décidé que cela ne valait certainement pas le coup. C'est Kinect Star Wars, un jeu Terminal Reality publié par LucasArts et distribué par Microsoft Studios sur Kinect, et plus particulièrement sur Xbox 360, en avril 2012, ce qui rime avec 12. Alors là, j'espère que vous n'avez pas de rancœur particulière face à ce jeu qui est en train de se laden, ce qui veut dire loader en flamand. C'est un titre charmant, et ici on va faire semblant d'être un rancor. Évidemment, voilà les Jawa. Cela c'est John Jawa, ça c'est Jack Jawa, c'est les frères Jawa, ils sont ravis, ils sont charmants, et maintenant on est en train de balancer des gigantesques ports de l'espace, des ports de l'espace avec un robot rigolo qui nous amène un rancor que nous allons pouvoir incarner. Voyez-vous, vous allez pouvoir être le rancor, sentir le rancor dans votre corps, faire des efforts pour être plus fort que le rancor qui sommeille en vous, parce que c'est comme ça que vous allez découvrir le pouvoir du renfort. C'est très fort. Alors ici, c'est un jeu qui est dirigé par Jörg Neumann, c'est le lead designer de Freelancer. Imaginez ça, si ça c'est pas triste. C'est le réalisateur de l'excellent Freelancer qui a signé ce jeu-ci, si ça c'est pas déprimant. Il a aussi bossé chez Microsoft Game Studios, il était producer des jeux tiers party, c'est comme ça qu'il a mis son nom au générique de le très charmant, mais un peu pédant quand même, Alan Wake, un jeu que je vous reconseille, toujours et encore, surtout si vous êtes fan de Star Wars, ça pourrait vous changer les idées. Alors, Terminal Reality, la compagnie qui a commis ce titre, c'est assez connu, c'est celle qui a fait le jeu Ghostbusters. Vous vous souvenez du jeu Ghostbusters, il était pas terrible, mais c'était un jeu à licence. Et ici, ils ont fait un jeu à licence aussi, et c'est une compagnie qui était à la base réalisée par d'anciens employés de Microsoft. C'est sorti à la base en 94, sous-entendu la compagnie et pas le jeu, ce serait assez ridicule. Et ils sont, morts en 2013, ce qui est assez remarquable parce qu'ils ont quand même fait le jeu qui s'est le mieux vendu sur Kinect. C'est le jeu qui s'est le mieux vendu sur Kinect. Il a été même numéro 1 des tops quelque part, ou ça, au Royaume-Uni, parce qu'ils ont des goûts bizarres en forme de jeux vidéo, et voilà, ça c'est moi, je me fais chier dans un jeu comme ça, je vais aller bouger mes bras de manière improbable jusqu'à ce que ça fasse ceci. Je suis très très souple, sachez-le, c'est assez remarquable. Et j'ai gewonnen, ce qui me semble-t-il dire que j'ai gagné, ce qui est bizarre parce que j'aurais été assez certain que c'était là une situation de game over que nous avions. Alors ici vous avez l'équivalent de, vous savez, le pod racing, épisode 1, tout ça, Star Wars, l'incroyable puissance des Jedi, et ici, vous n'êtes pas Anakin, vous êtes un de ces gars qui faisait un petit peu comme le gars qui s'appelait, le mec il était tout en genoux, et pas très sympathique, c'est Bulba. Et voilà, ici vous avez droit à quoi? Vous pouvez bouger votre bras gauche et votre bras droit pour être plus ou moins proche du rail qui est au milieu du truc. Vous ne pouvez pas vraiment diriger votre pod racer, non, mais vous pouvez diriger l'angle de rotation relative du pod racer par rapport à la ligne verte qui vous est ici proposée. C'est très excitant, c'est pas chiant du tout, ça ne fait pas du tout mal au bras, ce n'est pas du tout une ridicule idée stupide, totalement mal appliquée, un système de gameplay qui décidément, n'a aucun intérêt sur ce type d'exercice et qui en plus est grosso modo l'une des composantes d'une gigantesque compilation de jeux de merde qui ont été réalisés par des crétins afin de tirer des sous par rapport à une licence qui existe. Je veux dire, il y a qu'un seul type qui pourrait être... Je sais pas si mon pod racer c'est ça, mais je me demande s'il y a pas un bug. Et voilà, regardez, il est ravi d'avoir gagné dans un jeu pourri et qui a des graphismes pourris, des contrôles pourris et qui décidément, est une insulte à la question même de Star Wars. Mais voilà, ça existe. Si vous avez envie d'essayer, vous aurez besoin d'utiliser votre TARDIS pour pouvoir payer les outils nécessaires à le faire. Et maintenant, on va être sérieux. Il est temps d'enlever le t-shirt. Parce qu'il est maintenant question, bien entendu, de danser avec le pouvoir du Kinect Central spécial Star Wars. Vous allez pouvoir jouer à une version particulière de Genie and the Bottle. Regardez-moi la princesse Leia, si ça c'est pas un truc où elle s'est cassé le dos. Je suis certain que Jabba le Hutt lui a cassé le dos. C'est absolu, elle a l'air vivante quand même, c'est un problème. Et donc voilà, là vous êtes dans la cantina, il y a un porc vert qui danse, comme dans Angry Birds. Et ici vous allez devoir danser avec le pouvoir particulier du Kinect. Et vous savez, à l'époque, Kudo Tsunoda, le directeur critical de la création de la chose de Kinect, il disait que Kinect est une de ces choses où vous verrez en quoi les éléments constitutifs de notre expérience peuvent amener à la vie le fantasme d'être un chevalier Jedi d'une manière que nulle autre machine ou média ne peut proposer. C'est certain. Alors remarquez que vous n'avez pas vraiment besoin de danser ce que vous êtes censé danser. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Je suis en train de le démontrer en haut à gauche. Et vous aurez un score quelconque parce que voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des chansons avec des licences de chansons dans ce jeu? Je n'en sais absolument rien. Mais dans un univers qui était pourtant censé être il y a bien longtemps et très 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 lointain, vous avez la possibilité d'écouter du Christina Aguilera. Alors à la base c'était Genie in a Bottle, le titre qui est assez étrangement à la base du premier générique de Critique Cruel. Et ici c'est quoi? Princess
princess in a battle, parce que vous voyez, elle est dans une battle de danse, semble-t-il, ou alors une battle contre le terriblement magnifique, je danse assez bien, en fait, maintenant que j'y réfléchis, le terriblement maléfique empire de l'espace, où les chevaliers Jedi sont pas gentils, ils doivent se battre contre d'autres chevaliers Jedi qui sont d'autant plus gentils qu'ils ne sont pas gentils. Non, ici, vous faites le Chewie Knuffle, c'est un shuffle, vous faites la pause solo, je fais très bien les pauses solo, j'ai toujours été très doué en pause solo, et ici vous avez Haba the Jute, et la princesse Leia que décidément elle va venir danser aussi, parce que la question est maintenant totalement tellement grave qu'il faut que quelqu'un de sang royal aille se ridiculiser face à un Kinect. Alors voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu ça la question du jeu vidéo et du Star Wars, c'est jamais qu'une licence, elle est utilisée plus ou moins bien, quand elle est très très bien utilisée, par exemple dans Jedi Academy. Alors ici, c'est moi que j'incarne la princesse Leia, c'est quand même remarquable, le système de jeu vidéo. Je suis enfin un transsexuel de l'espace qui se trouve être la princesse Leia. Ça, c'est encore un des grands moments que le jeu vidéo, je pensais pas qu'il arriverait à me faire réaliser, mais le fait est qu'il m'a réussi à me forcer à réaliser ce moment-là dans mon esprit. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'intégralité des jeux qu'on a vus dans cet incroyable épisode d'une émission d'exception ont été bien entendu noté près de 9 sur 10 à leur sortie, sauf celui-ci, il a été noté entre 6 et 7 sur 10, avec des notes moyennes autour de 5 de la part des utilisateurs, ce qui vous donne une vague idée que décidément les gens, ils savent vaguement ce qu'ils font quand il est question de faire du jeu vidéo, et que bon bah voilà, on peut compter sur une moyenne des bonnes volontés, j'allais dire plutôt des mauvaises volontés des gens qui jouent aux jeux vidéo pour arriver à retaper la moyenne, ce qui fait finalement que quand on y réfléchit, bah l'avenir est assuré dans cette lointaine galaxie dans laquelle il y avait des jeux Star Wars. Alors voilà, c'est une licence, il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux, mais soyez certains qu'un truc est une constante, c'est que vous pouvez faire des pauses de la force dans l'intégralité, gagner 1000 points, et vous demandez précisément pourquoi vous êtes en train de faire ça tout seul chez vous à 3h du matin, tandis qu'il y a certainement des choses plus constructives à faire cette heure-ci de votre vie, comme je sais pas moi, dormir. Mais le point commun que tous ces jeux ils ont, et aussi pervertissant soit-il par rapport à la licence Star Wars, c'est que George Lucas il rit comme ça de vous quand vous y jouez. Sachez-le. Ha! Mais... Attends, est-ce qu'on peut... Ok, on connaît un maximum de dézoom. Ok. On va avoir besoin que tu sois là en fait. Pour qu'on te voit dans l'image. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite on va mettre la main genre. Oh, on peut le tourner de l'autre. Comme ça. Je vais maintenant voir qui était derrière ce masque. Arthur? Non, je suis le masque maléfique du futur et tu as sauvé le monde en me tuant. Et maintenant, je vais te chanter. Un jour sur notre peuple. Oh, On mettra la musique. Neil, tu as fait un très très bon travail en sauvant la planète. Toutes mes félicitations. C'était un excellent épisode de Pushta. Et dans le prochain épisode... Une carte au trésor. Ah bon? And I just want to tell everyone that this is a farce, that I had all the ideas for Star Wars and everything.